Meurtre, cannibalisme, démembrement, tous les ingrédients d'un bon thriller semblent réunis. Et pourtant, ce n'est malheureusement pas de fiction dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Car bien qu'on ait peine à le croire, Jeffrey Dahmer a bien commis ces actes atroces dignes du cinéma. Entre 1978 et 1991, ce serial killer, également connu sous les noms de cannibale du Milwaukee, n'a pas hésité à prendre la vie de 17 jeunes hommes, et ce, dans des conditions qu'on peut aisément qualifier de barbares. Aujourd'hui, le sujet d'une nouvelle série Netflix, ce personnage insolite horrifie et intrigue à la fois. Comment un individu a-t-il pu commettre de tels actes? Qui est Jeffrey Dahmer, cet homme semblant dépourvu d'humanité? Nous vous proposons de découvrir le parcours de cette personnalité singulière qui aura marqué les esprits, mais pas forcément dans le meilleur sens du terme. Que s'est-il passé? Comment un jeune homme bascule-t-il un jour dans la criminalité la plus sombre? Commençons par le commencement. Jeffrey Dahmer naît le 21 mai 1960 à Milwaukee, dans l'État américain du Wisconsin, d'une mère téléscriptrice, Joyce, et d'un père étudiant en chimie, Lionel. La famille s'agrandit 6 ans plus tard avec la naissance d'un autre fils, David. Au sein de la famille, on ne peut pas dire que l'harmonie règne. La mère de Jeffrey souffre de dépression et se sent délaissée par son mari, qui dévoue alors tout son temps à ses études. Son mal-être l'aurait poussé à la tentative de suicide. Le couple se dispute régulièrement et n'accorde que peu d'attention au jeune garçon. Le jeune Jeffrey connaît une petite enfance relativement normale, ponctuée de problèmes médicaux tels qu'une double hernie. Un changement de comportement commence à se faire remarquer lorsque l'enfant a 6 ans. La famille déménage dans l'Ohio. Dès lors, sa personnalité se modifie. Le jeune garçon devient plus fermé et apathique, mais surtout développe un intérêt pour la dissection d'animaux morts, premier signe d'une activité qu'il pratiquera, malheureusement, bien des fois au cours de sa vie. Le père de Jeffrey racontera plus tard que son fils démontrait une fascination certaine pour les os d'animaux, notamment pour leur bruit. Pensant que l'intérêt de son fils se limitait à des considérations scientifiques, son père, en bon chimiste, lui montra comment blanchir et conserver des os. Jeffrey commença dès lors à utiliser ces techniques. Il aurait été une fois jusqu'à décapiter un chien afin d'empaler la tête du chien sur un bâton et son corps sur un arbre. On ne peut donc pas dire que ça s'annonçait très bien pour la suite. À l'âge de 14 ans, les choses ne s'arrangent pas pour Jeffrey, qui n'est pas intégré socialement à l'école et commence à boire de l'alcool en pleine journée, substance qu'il qualifie alors de son médicament. Poli à l'école, il est perçu comme très intelligent, mais cela n'est pas particulièrement reflété par ses notes, qui sont moyennes tout au plus. À ses heures perdues, il aime jouer au tennis ou encore dans l'orchestre de l'école. Plus tard, il devient le clown de la classe en organisant régulièrement des blagues et des farces. Alors jeune adolescent, Jeffrey prend conscience de son homosexualité. Il développe une brève relation avec un autre jeune homme. C'est à cette époque qu'il a ses premiers fantasmes de dominer et contrôler un autre homme qui serait totalement soumis. Peu à peu, ces fantasmes s'obscurcissent, se mêlant à son intérêt pour la dissection. Lorsqu'il a 16 ans, l'adolescent planifie sa première agression. Il espère pouvoir attaquer un jogger qu'il voit alors régulièrement et avoir des relations sexuelles avec son corps inconscient. Son plan échoue car le jogger ne vient pas ce jour-là, mais l'intention était bien réelle. Du côté de la vie familiale, les choses ne s'améliorent pas. La relation entre les parents de Jeffrey continue à se détériorer. Les tentatives de réconciliation ne fonctionnent pas et le mariage se solde par un divorce à l'amiable en 1978, lorsque le jeune homme est âgé de 18 ans. La même année, il obtient son diplôme. Son père vit dans un motel et sa mère et son frère sont repartis vivre dans le Wisconsin. Jeffrey reste seul dans la maison familiale. Au fait, avant de passer à la suite, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quelle personnalité vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Alors, on en était où? Ah oui, voilà. C'est dans ce contexte que 3 semaines plus tard, le jeune Jeffrey Dahmer commet son premier meurtre, premier d'une longue série. Sa première victime est un autostoppeur de 18 ans, le même âge que lui, Steven Mark Hicks. Après l'avoir attiré chez lui sous le prétexte de boire quelques bières, il parle et écoute de la musique des heures durant. Au bout de quelques heures, Steven veut s'en aller, ce que Dahmer, très attiré par Steven, ne souhaite pas. Accrochez-vous bien pour la suite. Jeffrey donne alors un coup de matraque à sa victime, l'étrangle à mort et se masturbe sur le cadavre. Par la suite, le meurtrier dissèque le corps, l'enterre et des semaines plus tard retire la chair des restes pour la dissoudre dans de l'acide et détruit les os en petits morceaux afin de les disperser dans les bois. Un schéma similaire sera répété lors de ses meurtres postérieurs. Jeffrey, perpétuellement poursuivi par ses obscurs fantasmes, se rend compte de la portée de son acte et se met à boire de plus en plus. Quelques semaines plus tard, il reçoit une visite de son père et de sa nouvelle belle-mère. Le père le pousse à s'inscrire à l'université et le jeune homme finit par suivre ce conseil et s'inscrit à l'université d'État de l'Ohio. Toutefois, il n'y fait pas long feu.
Il abandonne au bout d'un semestre d'improductivité totale et d'échecs académiques, en outre dû à sa consommation d'alcool grandissante. À nouveau sous l'impulsion de son paternel, il s'engage dans l'armée américaine dans laquelle il reçoit une formation d'ambulancier. Après avoir servi en Allemagne, le jeune homme est renvoyé pour cause d'alcoolisme. Par la suite, il est totalement démis de ses fonctions dans l'armée. Son addiction à l'alcool semble être un réel frein à l'évolution de Jeffrey Dahmer. Dans la peur de faire face à son père, il décide de s'installer quelque temps à Miami et y travaille dans une épicerie fine. Mais de nouveau, son alcoolisme se met en travers de sa route. Il dépense tout son argent dans l'alcool et se fait jeter du motel où il vit en raison de non-paiement. Résigné, Dahmer finit par rentrer en Ohio et s'installe avec son père et l'épouse de celui-ci. Son problème avec l'alcool, une fois encore, le met dans les ennuis. Il est rapidement arrêté pour ivresse et trouble à l'ordre public. Face à son impuissance à sortir son fils de son addiction, le père de Jeffrey l'envoie vivre avec sa grand-mère dans le Wisconsin. Dans un premier temps, cette décision semble porter ses fruits et le jeune homme paraît plus apaisé. L'influence de cette grand-mère, qui est la seule personne pour laquelle il semble avoir un petit peu d'affection, a l'air de lui apporter une bouffée d'air frais. Il trouve un travail qu'il garde pendant 10 mois, record pour le jeune Jeffrey, va à l'église et ne boit plus. Toutefois, une fois encore, il finit par être renvoyé. Peu après, les mauvaises habitudes repointent le bout de leur nez. Il est arrêté pour attentat à la pudeur. En 1985, Jeffrey commence à travailler dans une usine de chocolat. Durant cette même période, un incident réveille les fantasmes de domination qui étaient les siens bien des années auparavant. Un homme lui fait passer une note lui offrant de lui donner une fellation. Bien que Dahmer ne réagisse pas, quelque chose en lui se réveille et il commence à fréquenter les bars et bains publics homosexuels de la ville, des lieux de détente pour lui. Par ailleurs, il expliquera lui-même des années plus tard qu'il éprouvait beaucoup de frustration que ses partenaires sexuels bougent durant l'acte sexuel. Il les percevait plus comme des objets que des personnes. C'est pourquoi par la suite, il commence à donner des sédatifs à ses partenaires afin de pouvoir avoir des relations sexuelles avec leur corps inconscient. L'effet sordide s'accumule, avec par exemple une condamnation en 1986 pour s'être masturbé en public en présence de garçons de 12 ans. Peu après, en 1987, Jeffrey Dahmer commet son second meurtre. Il convainc un jeune homme de le suivre dans sa chambre d'hôtel. L'intention de Dahmer aurait juste été de droguer sa victime et il a affirmé ne pas se souvenir des faits. Toutefois, le matin suivant, la victime est retrouvée morte avec des signes de violence sur son corps. Il n'empêche qu'une fois encore, Dahmer procède aux mêmes atrocités et dissèque le corps. Il se met alors à chercher de nouvelles victimes dans les bars et développe un schéma d'action. Après avoir ramené ses victimes dans la maison de sa grand-mère, souvent en proposant à de jeunes hommes de poser nus pour des photos en échange d'argent, il entame un acte sexuel avec elles, les drogue et les tue par strangulation. Ensuite, il procède bien évidemment à la dissection du corps et en bouille certaines parties. C'est ainsi qu'il procède par exemple avec sa troisième victime, un adolescent de 14 ans nommé James Dockstator, et sa quatrième victime, Richard Guerrero. En une occasion, il doit interrompre son plan et après avoir drogué sa victime, l'amène à l'hôpital. En effet, sa grand-mère l'appelle et remarque qu'il n'est pas seul, ce qui fait peur à Jeffrey. Peu après, sa grand-mère ne supporte plus ni le comportement et les habitudes de son petit-fils, ni son alcoolisme et le met dehors. Ne se laissant pas démonter, quelques jours plus tard, il ramène un enfant de 13 ans dans son nouvel appartement. Mais sa tentative est un échec et il est arrêté pour avoir drogué un mineur. S'ensuivent des évaluations psychologiques qui révèlent un individu aliéné, impulsif, suspicieux de ses pairs. Au cours de la procédure judiciaire, il surgit que l'année précédente, Dahmer avait été diagnostiqué comme ayant un trouble de la personnalité schizoïde. Le criminel plaide coupable mais la sentence est reportée. Durant ce laps de temps, il tue sa 5e victime. Il est par la suite condamné à 5 ans de probation et 1 an en maison de correction pour son agression sexuelle sur mineur. Peu de temps après sa sortie de maison de correction, il tue sa 6e victime, toujours en suivant le même plan d'action. Cette fois, il achète un appareil photo pour pouvoir prendre des photos du corps avant de procéder au démantèlement. Une semaine plus tard, une nouvelle tentative se solde par un échec, étant donné que Dahmer se trompe et boit lui-même la boisson comportant la drogue. Le jeune qu'il avait ramené chez lui en profite pour lui voler des vêtements, $300 et une montre. Dans les mois qui suivent, le meurtrier fait ses 7e, 8e et 9e victimes et passe ensuite par une période durant laquelle il ne parvient pas à attirer de victimes chez lui. Le meurtrier expérimente des sentiments de dépression, d'anxiété ou encore des pensées suicidaires. Début 1991, Jeffrey Dahmer tue à nouveau. Par ailleurs, certains de ses voisins commencent à se plaindre des odeurs émanant de son appartement, sans aucun doute l'odeur des cadavres. Mais Dahmer met cela sur le compte du réfrigérateur cassé. Peu après, l'une de ses victimes, un adolescent de 14 ans d'origine lao, s'avère être le frère d'un garçon que Dahmer avait molesté 3 ans auparavant
ce dont Dahmer n'avait pas conscience. Il le drogue et lui injecte de l'acide hydrochlorique par un trou dans le crâne. Il s'absente pour aller dans un bar et à son retour, sa victime se trouve dans la rue, nue, entourée de 3 jeunes femmes qui ont appelé les urgences. Dahmer explique aux policiers qu'il s'agit de son petit copain. Bien que l'une des jeunes femmes explique que le garçon a du sang sur les testicules et le rectum, les policiers ne prêtent pas attention à ses dires et réagissent agressivement et jugent simplement que l'adolescente était ivre. L'affaire est classée comme une dispute domestique. Le jour suivant, Dahmer tue le garçon. En rien démonté, l'assassin continue à sévir, toujours dans les atrocités les plus monstrueuses. Toutefois, arrive finalement le jour où Jeffrey Dahmer est attrapé par la police et où la liste des victimes cesse de s'allonger. Cela se passe en juillet 1991. Encore une fois, Dahmer convainc un jeune homme, Tracy Edwards, d'aller boire des bières chez lui. Mais le jeune homme sent le danger et après 5 heures, parvient à s'échapper à temps. Directement, il prévient la police qui se rend au domicile de Dahmer. En inspectant l'appartement, les 2 policiers trouvent des photos de corps démembrés prises dans le même appartement. Ils arrêtent Dahmer et petit à petit découvrent les horreurs que contiennent les lieux. Diverses parties de corps, telles que des crânes, cœurs, muscles. Les activités du criminel sont révélées au grand jour. Le meurtrier renonce à un avocat et avoue ses crimes en disant « J'ai créé cette horreur et cela a du sens que j'y mette un terme ». Il confesse les meurtres de 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Lors de ses déclarations, il explique notamment qu'il avait l'intention de créer un hôtel privé avec les crânes de ses victimes, un espace de méditation dans lequel il se serait senti chez lui. Jeffrey Dahmer est accusé du meurtre de 15 personnes, 2 des meurtres n'ayant pas pu être prouvés au-delà d'un doute raisonnable. L'assassin plaide coupable à tous les chefs d'accusation, mais également la folie. L'année suivant son arrestation, en 1992, débute le procès de Jeffrey Dahmer à Milwaukee. Durant celui-ci est abordée la question de la santé mentale de l'accusé. L'accusation tente d'établir que l'existence d'un trouble mental ou de la personnalité n'empêchait pas le meurtrier d'être conscient de la répréhensibilité de ses actes, mais la défense dépeint Dahmer comme un être foncièrement malade et maintient que celui-ci, en raison de sa maladie, était incapable de résister à ses pulsions. De nombreux experts témoignent et testifient des troubles mentaux de l'accusé. Au cours du procès, Dahmer est diagnostiqué nécrophile, atteint du trouble de la personnalité borderline, du trouble de la personnalité schizotypique, de dépendance à l'alcool, d'un trouble psychotique, d'un trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques antisociales, obsessionnelles compulsives, sadiques et fétichistes. Mais l'accusation, appuyée par le témoignage d'autres experts, maintient jusqu'au bout que Dahmer est un homme en pleine possession de ses moyens, calculateur, manipulateur, capable de différencier le bien du mal, qui plaide la folie dans le seul but d'échapper à une condamnation. C'est cette dernière version qui gagne. Jeffrey Dahmer est jugé sain d'esprit et condamné à 957 ans de prison pour l'ensemble de ses crimes. Il est par la suite également jugé en Ohio pour le meurtre de sa première victime et est à nouveau condamné à la prison à vie. Après sa condamnation, le criminel embrasse une dernière fois son père et sa belle-mère avant d'être enfermé. Durant sa première année d'incarcération, il est placé en confinement solitaire afin que sa sécurité ne soit pas mise en danger. Il est ensuite transféré dans une autre unité, moins sécurisée, où il est chargé de tâches ménagères. En prison, Dahmer se plonge dans la Bible et se dévoue au christianisme. Il est par la suite baptisé. Le meurtrier semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et se demande si sa seule présence sur Terre ne serait pas un péché contre Dieu. Sa survie ne lui importe désormais plus. Alors même qu'il est blessé à la gorge par un autre détenu qui l'attaque avec un rasoir, il dit à sa mère que si quelque chose lui arrive, cela n'a aucune importance. Les dires de Dahmer semblent avoir été prémonitoires, car en effet, quelques mois plus tard, le 28 novembre 1994, 2 ans après le début de son emprisonnement, le détenu est tué en prison. Alors qu'il accomplit une de ses tâches quotidiennes avec 2 codétenus, l'un d'eux le matraque à mort, lui et l'autre compagnon. Dahmer est conduit à l'hôpital, mais son décès est rapidement prononcé. L'autre détenu meurt 2 jours plus tard. Le tueur des 2 incarcérés est un homme condamné à la prison à vie pour meurtre. Il serait schizophrène et explique que Dieu lui a ordonné de commettre cet acte. L'homme est par la suite condamné pour les 2 meurtres et ses peines sont ajoutées à celles qu'il purgeait déjà. Aucune cérémonie n'est organisée pour Dahmer, telle que stipulée dans son testament. Il est incinéré et ses cendres données à ses parents. Comme vous pouvez l'imaginer, ces atrocités n'ont pas laissé indifférent le public.
Ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler d'actes de la sorte, et c'est avec raison que la population, lorsqu'elle apprend les faits, est choquée. C'est en 1991 que l'histoire des crimes de Dahmer est connue du grand public. En août de cette année, une veillée aux bougies est organisée à Milwaukee afin d'apaiser et guérir la communauté. Plus de 400 personnes se rendent à l'événement, dont des activistes des droits des homosexuels et des membres des familles des victimes. Par ailleurs, il a également été noté que les faits ont eu lieu dans un contexte de tension raciale dans la ville, et cela a été amplifié lorsqu'a été connu le traitement que les policiers ont accordé à la victime d'origine Lao, jeune de 14 ans qui était en sang et drogué dans la rue, mais que les policiers ont laissé avec Dahmer, ce qui a conduit à la mort de l'adolescent le jour suivant. En ce qui concerne l'appartement de Jeffrey Dahmer, tragique scène du meurtre de 12 individus innocents, il est par la suite détruit pour être maintenant un terrain vague. Comme cela peut se concevoir, beaucoup des familles des victimes ont plus tard demandé des dommages et intérêts. Les biens de Dahmer sont donc divisés entre ces familles. Certaines veulent organiser une vente aux enchères avec les biens de Dahmer, mais ce projet provoque une controverse et rapidement un groupe civique s'efforce d'acheter tout ce qui est mis aux enchères afin de pouvoir les détruire. À noter que le père de Jeffrey Dahmer publie un livre en 1994, année du décès de son fils, afin de raconter son histoire. Une partie des gains est ensuite reversée aux familles des victimes. Le père a toujours déclaré aimer son fils en dépit de ses actes. Comme vous pouvez vous en douter, l'histoire singulière de Jeffrey Dahmer a et continue d'intriguer. De nombreux films, livres et programmes télévisés ont abordé le sujet. Il semble que cette histoire interroge et fascine à la fois, tellement cela semble irréel. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur le pourquoi du comment un être humain peut en arriver à commettre de tels actes affreux contre d'autres êtres humains. Nous espérons en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux cette sombre et terrifiante affaire qui n'est pas prête de tomber dans l'oubli, celle de Jeffrey Dahmer. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner.